Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Caroline, je te souhaite la bienvenue dans ce 36e épisode de Design Journeys. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour qu'on parle de brand design et de ton parcours et de tout ce que tu fais. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Caroline, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Déjà, merci de m'avoir invitée parce que ça me fait très plaisir et c'est très cool. Donc moi, je suis Caroline, je suis brand designer actuellement chez Shine et avant ça, j'ai été freelance pendant quelques années. Et voilà, sinon je suis bretonne et j'ai 31 ans. Top. Bon, allez, on y va. Tu l'as un peu abordé, tu bosses chez Shine, tu as été freelance et du coup, tu bosses dans le design puisque tu es sur le podcast pour parler de ça. Comment t'en es venu à faire du design ? Alors en fait, je pense que ça vient vraiment depuis que je suis toute petite parce que j'ai mes parents qui ont des magasins pour les enfants et de périculture et de textile. Donc dès toute petite, en fait, j'allais au salon Mes Objets avec eux et je me baladais dans les allées pour voir les nouveautés de déco, etc. Et puis aussi, tout ce qui était textile, j'allais avec ma maman voir les nouvelles collections qu'elle achetait pour l'année d'après. Donc dès toute petite, j'étais un peu immergée dans le milieu. Bon, mon frère n'est pas du tout dans le design, donc je me dis qu'il y avait peut-être autre chose quand même qui a joué. Mais je pense que ça m'a quand même pas mal aiguillée. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai beaucoup dessiné. Quand j'étais petite, c'était mon occupation principale. Je faisais beaucoup de vêtements, beaucoup de découpage papier, enfin beaucoup de choses comme ça. Et puis après j'ai voulu rejoindre une mise à niveau art appliqué. Enfin, même pas, c'était le lycée pour faire un STI art appliqué. Bon, j'ai pas eu le droit parce que c'était pas assez généraliste. Et du coup, après, donc j'ai fait mon bac S. Et après, je suis allée sur des salons, voir toutes les écoles de design qu'il y avait, ou les écoles d'art. Et puis en fait, je suis allée à l'école de design de Nantes-Atlantique. Et donc là, ça a vraiment été un peu, enfin peut-être pas le coup de foot quand même, mais je me suis vraiment retrouvée. Et j'avais, tout ce que je voyais, ça m'émerveillait. Et voilà, et j'ai passé les concours et je suis arrivée à l'école de design. Et justement, qu'est-ce qui a fait qu'à l'école du design, tu as décidé de faire un parcours orienté communication et DA et de te spécialiser dans cette branche-là particulièrement ? En fait, en première année, on essaye les différentes options. Donc, il y avait produit, graphisme, interactivité et espace. Et ça s'est un peu fait au final en testant. Au début, déjà, produit, c'était le premier module que j'ai eu. Enfin, produit, c'est-à-dire design d'objets. Hein. C'est pas produit comme aujourd'hui on l'entend, mais au design d'objets. Et j'avais pas du tout réussi le premier exercice. J'avais fait justement quelque chose qui était très graphique et c'était pas du tout ce qui était demandé. On voulait que les élèves fassent des choses qui soient très Ikea, quoi, très facilement montables, etc. Et moi, c'était une niche à oiseaux avec plein de détails. Enfin, c'était pas du tout, j'ai pas du tout bien répondu au brief. Et puis après, espace, c'était moins ma tasse de thé. Puis je suis arrivée en graphisme, mais au final, pour le coup, je m'éclatais à fond et j'avais adoré, donc c'était un peu une évidence, quoi. Ça marche. Il y a une question que j'aime bien poser généralement chez les personnes qui font un parcours vraiment, on va dire, entre guillemets, classique dans le design, donc qui passent par une école de design. C'est ta formation, elle a duré 5 ans. Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu as appris de ces 5 années ? Waouh. C'est dur comme ça de répondre, surtout parce que ça fait longtemps maintenant. Je pense que les stages, quand même, ça apporte pas mal et c'est ça qui t'oriente un peu sur ce que tu veux faire après. C'est là où vraiment t'expérimentes. Après, ça nous a appris quand même à tester beaucoup de choses, à faire beaucoup d'expérimentations, à être curieux. Et après, moi, mon master, il a été orienté sur quelque chose, enfin, c'était sur l'innovation alimentaire, en fait. Donc, c'était... Enfin, en fait, j'avais créé un service, donc c'était un peu décorrélé du graphisme, etc. Donc, ça m'a pas trop orienté pour la suite, en fait. Mais c'était hyper intéressant parce que ça m'a appris à être plutôt designer que graphiste. Et donc, designer, c'était plutôt résoudre trouver une solution à une problématique. Donc, ce que je fais aujourd'hui, mais c'est moins... Je crée pas des concepts tous les jours, quoi.
Donc ça m'a, je sais pas, c'était trop bien sur la gestion de projet et sur comment répondre à une problématique. C'était ça qui était très chouette. C'est intéressant parce que je sais que tu as écouté le podcast de la semaine dernière avec Antoine, et justement il y avait toute cette partie-là du designer pour trouver et résoudre des solutions. Il y a quelque chose d'intéressant que tu m'as dit, et je l'ai noté aussi, c'est tu as parlé des stages, tu as parlé du fait que c'était hyper important. J'ai noté que tu avais commencé par faire des stages en agence. Est-ce que c'était une décision de ta part de d'abord partir en agence, et qu'est-ce que tu retiens en fait de ce milieu-là? La première agence, c'était Dragon Rouge. Et là, je découvrais tout, en fait. Je découvrais vraiment le milieu de l'entreprise. Donc, j'ai appris forcément plein de choses. J'ai vu comment ça se passait les réunions, comment on recevait un brief, comment on y répondait, la pression que c'était de gagner un appel d'offres, quand on perdait, pareil, tout ce que ça engendrait derrière au niveau des équipes. Et en fait, tu me demandais plutôt pourquoi j'ai choisi ça. Pourquoi tu choisis, est-ce que tu as appris? Pourquoi j'ai choisi, en fait, pour moi c'était un peu le truc qu'on faisait normalement quand on était en graphisme, c'était d'aller en agence pour faire après du pack et de l'identité visuelle et compagnie, donc ça faisait un peu sens. Et puis Dragon Rouge, je sais que c'était une agence qui était hyper réputée et qui était très bien. Et voilà, donc une fois que j'ai été prise, je me suis pas posé trop de questions et puis j'y suis allée. Et ce que j'ai appris, c'est vraiment tout le milieu de l'entreprise et vraiment l'application du graphisme, ce que c'est dans le monde du travail, quoi. Ça devient beaucoup plus concret finalement. Ouais, je comprends. Et j'ai noté d'ailleurs que après, tu as fait un deuxième stage en agence, cette fois-ci en Espagne, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de tester cette fois-ci à l'étranger? C'est quelque chose qui t'est imposé par l'école ou... Ouais. Alors, c'est en quelle année? Je sais plus si c'est en troisième. C'est le stage d'après. En gros, on est obligé de partir à l'étranger. Et en fait, à la base, moi, je voulais partir en Amérique latine parce que j'adorais tout ce qui est Espagne, et que en plus, il y a beaucoup d'agences qui sont très colorées. Enfin, ça me correspond énormément. Sauf que c'était hyper compliqué. Enfin. C'était des petits studios, donc ils prenaient pas. Enfin bref. Donc, et après, j'avais vu Cheese, donc qui était à Madrid et qui avait aussi des bureaux à Paris et au Brésil. Donc, ce qui correspondait un peu à ce que je voulais faire après, d'aller plutôt en Amérique latine. Et en plus, ils faisaient aussi, ça faisait suite à Dragon Rouge. Donc, c'est pour ça que ça s'est fait un petit peu comme ça tout seul d'aller là-bas. Mais je suis pas restée longtemps. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. J'ai noté, t'es resté 2 mois, 3 mois? Ouais, même pas. C'était un stage normalement de 6 mois et en fait, ça me correspondait pas du tout. C'est-à-dire? En fait, alors l'Espagne, j'ai adoré. Madrid, c'est trop bien. Mais on faisait beaucoup. En fait, c'était les studios de Paris qui faisaient la création, parce qu'on travaillait pour des grosses marques type L'Oréal, Vichy et compagnie. Et du coup, en gros, on créait rien, mais même les gens qui étaient dans l'agence, qui n'étaient pas en stage, qui étaient vraiment en CDI, c'était vraiment de la déclinaison pour le marché espagnol. Okay. Donc, ça m'intéressait pas trop. Puis en plus, j'avais pas beaucoup de travail. Et donc, j'en ai profité pour faire pas mal d'illustrations. Et puis, je passais beaucoup de temps aussi un peu à regarder Instagram et Facebook. Et je suis tombée sur une annonce de My Little Paris. Et du coup, une semaine après, j'étais à Paris pour continuer un autre stage là-bas. Ouais. T'as pu le faire du coup, repartir de l'étranger Ouais, parce que j'avais validé mes 4 mois à Madrid, donc mon stage était validé et après je suis rentrée à Paris. Enfin, je suis rentrée. Je suis allée à Paris parce que j'étais jamais allée. Ouais, parce que du coup, l'école de design de Nantes est à Nantes. Comme son nom l'indique, ouais. Chez My Little Paris, t'as fait plein de choses. J'ai noté du web design, du packaging, de la photographie. Est-ce que c'est des choses que tu avais appris à l'école ou c'est des choses que tu as appris là-bas sur le tas? Non, vraiment pour le coup, My Little Paris c'était assez incroyable parce que j'étais stagiaire, mais et tous les stagiaires ils avaient vraiment l'opportunité de tout faire, quoi. Donc en gros, là il y a besoin de faire des photos, tu sais pas faire, enfin il y a l'appareil photo qui est là, tu vas le faire. Bah oui, mais j'ai jamais fait de photos. Il me dit c'est pas grave, essaye. Enfin, c'est même pas essaye en fait, c'est vas-y quoi. Fais-le. Et donc en fait tout était un peu comme ça. J'avais fait du site alors que j'avais fait une fois une maquette comme ça pour un projet. Du site? Enfin un site, un site web quoi. Et donc vraiment j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses, de faire du pack, de la mise en page des sites internet, travailler pour des marques blanches. Je savais pas ce que ça voulait dire avant. Et vraiment c'était trop bien parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à tester énormément et pas se poser trop de questions sur un projet.
et puis qu'on peut tout faire en fait. Pas forcément bien au début, mais Ouais, t'apprends par l'expérience ouais, et c'est ça. tu fais petit à petit. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de retourner ensuite en agence? J'ai vu que ton dernier stage c'était chez Fly Designer, c'est ça? Ouais. Bah, Flight Designer, c'était à Nantes et en fait, il faisait beaucoup d'illustrations. Enfin, il faisait beaucoup de communication avec une forte DA. Enfin, à chaque fois, c'était que des illustrateurs ou des graphistes qui avaient une DA qui était assez forte quand même. Et bah, j'aimais beaucoup l'illustration et du coup, je trouvais que ça correspondait pas mal à ce que je faisais sur le moment ou ce que j'avais à faire un peu aussi à côté. Quand j'étais à Madrid en illustration et en fait c'était aussi quelque chose que j'avais pas du tout fait parce que c'était de l'agence mais on faisait beaucoup d'événements en fait donc là j'ai développé vraiment à fond bah ouais l'illu quoi. C'est intéressant parce que tu as dit que tu en faisais quand tu étais à Madrid. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te pencher sur l'illustration et de faire ça? Bah franchement je crois que je voulais faire, j'avais des personnages à faire dans ma tête et je me ai dit bah je vais les faire et j'adorais à l'époque. Ah si, c'est pour ça. J'adorais à l'époque Supaki de chez Coralie. Je sais pas si tu connais. Non. C'est des. Bah maintenant, c'est vraiment des artistes qui sont hyper reconnus pour ce qu'ils font. Et ils faisaient des personnages, mais très complexes, avec du Posca et tout ça. Puis je m'étais un peu inspirée d'eux. Et c'est comme ça que j'avais commencé à faire des illus. Puis après, je faisais des illustrations de la vie quotidienne. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Qu'est-ce qui fait du coup que t'es décidé de continuer à faire de la DA plutôt que de te spécialiser dans l'illustration? J'ai déjà reçu des personnes dans ce podcast qui ont fait de la DA et qui se sont spécialisées. Toi, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de rester sur le scope complet de la direction artistique? Bah, en fait, je sais pas si j'ai vraiment décidé. Je pense que ça s'est un peu ça s'est fait sur le parce qu'au début, quand j'ai commencé le freelance, je faisais quand même beaucoup d'illustrations et mes premières missions en free, c'était de l'IU. Et même Shine, en fait, quand j'ai commencé pour eux en freelance, je faisais beaucoup d'illustrations pour leur blog. Et il y avait plein de choses, plein de choses complexes où on ne trouvait pas des photos qu'il fallait montrer par des visuels illustratifs. Et ouais, il y a plein. Et maintenant, c'est trop cool de pouvoir tout faire. Et justement, je me détache complètement de l'illustration parce que moi, je trouve ça m'intéresse davantage de gérer une marque de A à Z, de pouvoir s'occuper de la typo, de la photo, de toute la marque, quoi, sur tous les points de contact. Merci pour cette transition. Parce qu'on va parler beaucoup de Shine et de ton travail de freelance. Du coup, pour revenir sur ce que tu disais avant, sur le passage de freelance, tu commences à faire des illustrations. Comment s'est fait, à la fin de ton stage, comment s'est fait la transition et de te dire que tu veux devenir freelance et faire ça à temps plein? En fait, déjà, c'était suite à l'école de design parce qu'en fait, j'ai commencé en freelance, mais freelance un peu intégré, on va dire, pour une boîte d'innovation alimentaire. Et pareil, là, ça me convenait pas beaucoup. Donc pareil, j'ai continué à faire à fond d'illustration. Et après, j'ai fait beaucoup d'illustrations. C'est pour ça qu'on m'a contacté sur les premiers projets. Et en parallèle, j'avais fait un site de papeterie de mariage. On va en parler, je l'ai noté aussi. J'ai un peu fouillé. J'ai un petit côté stalker là-dessus. Pour parler un peu au global de tout ce que tu fais, tu l'as dit, tu fais du branding, tu fais du packaging, tu fais des illustrations. J'ai noté plusieurs de tes clients. Tu as eu deux typologies ou tu as deux typologies. Les grands groupes comme tu as eu Uber, Accor Hotel, Nespresso. Et les nouvelles marques, plutôt la marque de soins Respire, les chaussures En Garde, les vêtements pour enfants Perpète. Exactement. J'ai bien cherché. Ouais, c'est ça. À quel moment comment dire, à quel moment s'est fait la bascule entre ton passage d'illustratrice à plus directrice artistique pour ces marques? Comment ça s'est passé? Tu as dit là au début que des marques t'avaient contacté au début pour l'illustration. Comment se passe ce passage de illustratrice à brand designer et à directrice artistique? Je pense que c'est un peu Respire au final parce que avant je faisais des illustrations. Ouais. Ensuite, Respire m'a contacté. Donc là, du coup, j'ai fait le logo et les packs. Et après... Je vais rebondir tout de suite comme t'en parles. Comment t'expliques qu'une marque vienne te contacter pour te demander de tout faire alors que toi, tu fais jusqu'à maintenant que de l'illustration?
Après, je pense que dans mon portfolio de l'école de design, j'avais quand même beaucoup de projets qui étaient très branding et qui étaient très complets. On avait vraiment fait des projets poussés où j'avais plein de fous projets avec plein de mock-up et tout. Et ça montrait vraiment que qu'on était capable de faire, que j'étais capable de faire des projets de A à Z en fait. C'est juste qu'au moment donné où Respire est venu me contacter, c'était mes clients, mais ce que j'avais commencé à faire pour des marques où j'avais mes premières rémunérations, c'était de l'illustration. Mais après, sur les projets de papeterie de mariage, on voyait que il y avait une identité quand même qui se dégageait globale. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui rassurait. J'avais un profil, j'avais quelque chose qui était attirant, qui était l'illustration et qui est un peu mignon et les gens, ils aiment bien. Et en même temps, il y avait le côté papeterie ou le côté aussi projet d'école qui faisait que je pense qu'on comprenait que je pouvais faire de l'identité. Et que même l'école, de toute façon, elle préparait à fond à l'identité, quoi. Alors avant de parler de tout ton travail de freelance et de peut-être revenir un peu sur Respire, comme tu l'as abordé plusieurs fois, la partie papeterie de mariage, comment t'es venue cette idée-là et pourquoi tu l'as fait ? En fait, j'ai commencé à la base pour faire des projets pour mon entourage, pour des amis, pour la famille, etc. Et en fait, je m'amusais pas mal parce que c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter à faire juste l'invitation et puis c'est bon. Et en fait, je faisais vraiment un branding de mariage, quoi. Donc ça allait sur tous les supports. Et je m'amusais bien parce que après, j'en ai fait même des fictifs où je créais des vraies identités. Des vraies identités. Et j'ai oublié la question. C'était de savoir pourquoi tu l'avais fait et ce que ça avait donné. Et pourquoi je l'avais fait. Donc au début, c'était parce qu'on me l'a demandé. Et puis après, en fait, je voyais que Rosemood à Nantes, ils font que des faire-part de mariage et ça cartonnait. Je me suis dit, je peux faire pareil parce que je peux créer des identités complètement différentes. Et justement, ce qui se faisait dans le mariage à l'époque, c'était des trucs type empattement, très doux, très mariage, quoi. Et moi, j'arrivais avec quelque chose toujours très coloré et très graphique et assez bold. Et du coup, ça dénotait un peu. Mais bon, au final, c'est pareil. J'ai posté mon site de papeterie de mariage et au final, on m'a contacté pour d'autres trucs. Ah ouais, justement, je voulais te poser la question de savoir pourquoi t'avais arrêté ce projet-là, pourquoi t'avais arrêté de faire ça et du coup, pour quelle raison on t'a contacté ? C'est Respire qui t'a contacté ou... J'y ai eu plein d'autres trucs, mais genre il y avait Tiga aussi avec qui j'avais travaillé, qui font du product design et donc eux ils m'avaient contacté pour faire toute la communication de leur événement. En fait il y a chaque petite brique qui a fait que ça appelait quelqu'un d'autre et qui fait qu'aujourd'hui. C'est trop intéressant de voir que chacun de tes projets a amené à quelque chose de nouveau, alors que le projet en lui-même n'est pas, comment dire, c'est pas développé ou je veux pas. C'est pas en lien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ce que je fais aussi un peu moi dans mon travail quand je change des gens, ça n'a pas forcément de lien entre chaque chose, mais ouais. Bon, on va continuer d'en parler. Du coup, pour revenir un peu sur les entreprises pour lesquelles tu bosses quand tu es freelance, j'ai noté les grands groupes et les nouvelles marques. Est-ce qu'aujourd'hui tu travailles encore pour ces deux typologies de clients ? Parce que de ce que j'ai recherché sur toi, j'ai plus l'impression que maintenant tu te concentres plus sur les nouvelles marques et la création de brand. Ouais. Mais c'est aussi, je pense que je mets beaucoup en avant parce que j'adore ça, créer des nouveaux univers de marques et c'est hyper intéressant. Et on a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de possibilités sur les nouvelles marques que sur des marques qui sont déjà établies. Et aujourd'hui, après, j'en fais un peu moins parce que quand même, je suis en plein temps chez Shine, mais c'est vrai que travailler sur des marques comme En Garde, Perpète ou Respire, en plus, c'est des marques qui sont engagées, qui ont vraiment qui sont engagées et du coup c'est ça le fil conducteur entre toutes ces entreprises et que j'aime et c'est pourquoi aussi j'ai envie de travailler avec elles et que j'ai envie de continuer et que je trouve ça chouette. Ces clients pour Respire, j'ai bien compris, c'est eux qui t'ont contacté. Pour tous les autres clients, c'est eux aussi qui te contactent ou toi tu fais un peu de veille pour trouver qui? Alors vraiment j'ai jamais contacté des gens, c'est toujours Malte, ça a quand même pas mal marché en tant que comme plateforme. Donc il y a eu Malte qui permet que les gens ils trouvent le profil et j'étais bien référencée au tout début, donc ça marchait bien. Et après c'est ce que tu postes sur LinkedIn à chaque fois. Ce que je te dis, c'est chaque petite brique à amener. Et puis du coup, plus t'as de projets, plus t'es visible. En plus, par exemple, Respire a quand même vachement bien marché et marche toujours bien. Donc en fait, ça met en avant beaucoup ce que t'as fait. Ouais. Quand ces clients font appel à toi, qu'est-ce qu'ils recherchent
Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils arrivent et ils te disent on veut une nouvelle marque, on veut refaire notre brand, on veut créer quelque chose. Comment ça se passe avec eux? En fait, il n'y a vraiment pas de recette magique. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de recette magique, mais il n'y a pas de demande particulière. Ouais, pas de demande particulière parce que typiquement, Respire, ils sont arrivés au début et c'était juste un logo. Et puis après, il y a le campagne de crowdfunding. Je crois que j'ai même pas fait le Ulule d'ailleurs. Mais j'ai fait les premiers packs justement pour shooter, pour mettre sur la campagne de crowdfunding. Donc là, c'était... Ils voulaient clairement créer une nouvelle marque. Au début, quand ils m'ont contacté, il n'y avait pas de nom encore. Enfin, ça avait changé entre-temps. Mais bon, là, ouais, l'idée, c'est quand même de créer un pack très très vite pour qu'on puisse le montrer et puis lancer la campagne de crowdfunding. Mais vraiment, ça dépend de plein de choses. Ça commence en général où les gens ils viennent parce qu'ils ont une petite demande et au fur et à mesure, ça évolue et puis ça se transforme en gros projet, une refonte de site un peu plus tard. Ou des gens qui ont commencé un rebranding, enfin pas rebranding, mais qui ont refait leur packaging, enfin qui ont créé une marque par exemple avec Cultive, ils avaient créé leur packaging, ça n'allait pas du tout, ils n'avaient même pas lancé, mais ils savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire, donc ils avaient arrêté avec, je sais pas avec qui ils travaillaient avant, et j'avais tout repris. Mais ouais, il n'y a pas de schéma précis en fait. Ouais, je vois ça. Et toi, comment ça se passe justement tout cet accompagnement avec les marques qui arrivent avec une demande? Comment toi, j'imagine qu'il n'y a pas non plus de recette magique, mais comment tu les accompagnes, comment tu travailles avec eux, quand ils arrivent avec un brief et que toi tu récupères le brief, quelles sont les étapes en fait, de création, de réflexion d'abord et de création ensuite? Donc ouais, encore une fois, je pense que vraiment chaque projet est tellement différent que c'est hyper vague, mais en tout cas le fil conducteur à tous ces projets, c'est à la différence d'Antoine, c'est que moi je fais beaucoup de moodboard et du coup ça commence toujours par ça. Enfin même quand les clients me contactent et que c'est des espèces de mini appels d'offres, j'envoie toujours des espèces de Enfin, c'est pas des espèces, c'est des moodboards avec plusieurs axes complètement différents et en fait ça permet de parler. Comment tu les crées ces moodboards-là? Est-ce que tes clients ont un pré-moodboard, une pré-idée, ou parfois ils arrivent avec juste je sais pas, juste un nom ou même pas un nom, une ambiance, quelque chose? Comment ça se fait? Tu vois, par exemple, tu disais Respire, ils sont arrivés, mais au départ ils n'avaient pas de nom. Donc j'imagine que c'est encore plus compliqué quand t'as pas de nom pour trouver un axe. Comment tu déclines en fait cet environnement, ce moodboard? Respire, ils avaient quand même des grosses influences de marques américaines, donc pour le coup, ils m'avaient donné beaucoup de références. Mais sur d'autres marques, c'est moi qui vais voir un peu sur plein de sites différents. Notamment, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'aller voir ce que font les marques de l'autre côté de l'Atlantique. Mais même dans n'importe quel milieu, en fait, j'essaie toujours de pousser un peu. Je vais faire un univers qui est assez cohérent et qui est un peu évident pour une marque de cosmétiques, par exemple, si on parle de marque de cosmétiques. Après, je vais faire un truc un petit peu plus poussé, et puis après, je vais faire un truc complètement éloigné. Par exemple, si c'est une marque à la base qui est un peu noir et blanc, je vais aller vraiment vers des trucs très bold, et ça permet un peu... Et dans les trucs bold, en fait, ça va être une typo qui va être bold, ça va être des coloris qui vont être bold, mais en fait, ça se trouve, pour la marque, on va juste prendre des couleurs bold, mais en fait, avec des typos qui sont beaucoup plus... en fait, ça permet de discuter, de voir quels sont les curseurs que souhaite la marque en fait. Ok, hyper intéressant. Et justement, après, une fois que tu as montré ces moodboards et que les clients savent un peu quel axe ils veulent aller, ce qu'ils veulent fusionner, etc., c'est quoi la suite? Alors ça déjà, en général, c'est quand même... c'est toujours dans l'état d'appel d'offres, donc oui, donc après, forcément, ils valident. Donc là, on rediscute quand même. J'essaye de comprendre. Parfois, on fait des ateliers où on discute énormément de quelle est la marque, qu'est-ce qu'elle veut véhiculer. Aussi de comprendre un peu les entrepreneurs, de voir qui ils sont, ce qu'ils aiment, quel lieu, où est-ce qu'ils aiment aller. De parler de la marque aussi. C'était une marque, par exemple, si on parle d'une marque de cosmétiques, si c'était une marque de fringues, quelle serait cette marque de fringues qui correspondrait, ou même quelle marque d'automobile correspondrait à... quel utilisateur utiliserait et ton produit et cette voiture. Vraiment, j'ai de faire des combinaisons. C'est hyper intéressant pour voir un peu quel est le mood de la personne en fonction de... Mais j'essaie de comprendre ça aussi pour la marque et aussi pour les personnes. Et il y a des gens avec qui j'ai bossé chez eux, par exemple en Garde, la marque de chaussures. J'allais souvent, quand je bossais pour eux, dans leurs locaux. Et donc, en fait, ce qui me permettait de vraiment voir comment ils travaillaient, je les écoutais, je voyais
comment il parlait, je voyais, même, et puis on discutait aussi. Donc en fait, ça permet vraiment de saisir plein d'informations et à partir de ça, de se faire une analyse et de créer quoi. Mais après, en général, quand même, pour être un peu plus précise, il y a ce côté mood board et après, donc il y a toutes ces discussions de phase de compréhension de qui est le client, qui est la marque. Et ensuite, il y a une proposition forcément de plusieurs pistes créatives. Et après, pareil, c'est une discussion encore une fois, et puis on peut mélanger des axes différents. Et puis, mais en général, on part toujours sur quand même une piste sûre et après il faut décliner quoi. Et dans ces pistes-là, tu leur proposes quoi? Tout à l'heure on parlait par exemple d'un logo, on parlait de packaging. Est-ce que tu essayes de présenter le plus de choses possible ou est-ce que tu essayes vraiment de te concentrer que sur la demande initiale, par exemple juste un logo, juste un packaging, et après de voir par la suite comment ça peut évoluer et comment ça peut justement se décliner? Tous ces projets au début étaient assez peu, c'était des petits projets de petit budget et donc en fait c'est vrai que c'était pas des j'allais quand même je proposais des choses pour qu'ils puissent se projeter quand même, mais j'allais pas non plus sur des choses très très loin parce que ça prenait aussi beaucoup de temps. Et en fait c'est aussi au fil du temps du projet et de l'avancement qu'en fait à chaque fois les choses se faisaient. Parce que à chaque fois l'accompagnement était un peu sur la durée et au fur et à mesure ça évoluait et la marque se construisait. C'est intéressant, ça veut dire que tes clients ils viennent pour un besoin et après ils refont appel à toi, ou en fait j'essaie juste de comprendre si c'est par exemple un projet qui passe de petits projets à gros projets, ou si c'est plein de petits projets où par exemple on a besoin d'un logo, puis 6 mois plus tard on a besoin d'un packaging, puis 6 mois plus tard on a besoin de quelque chose. Comment, j'imagine là encore une fois qu'il n'y a pas un client type et du que coup laquelle je sais. Mais j'essaye de voir, tu vois, parce que la création d'une marque, ça m'intéresse vachement, c'est hyper intéressant de voir en fait si c'est vraiment quelque chose où d'un coup tu vas tout avoir et tu vas penser à tout, ou alors tu vas juste penser à un logo, ce que tu disais tout à l'heure, et après il y a une campagne de crowdfunding, donc tu vas faire les packaging, puis une fois que la campagne sera finie, tu vas faire le site internet. En tout cas, moi je pense que le mieux c'est quand même de tout faire d'un coup pour avoir une cohérence globale. Et de comment construire une marque. Alors, par exemple, Perpète, au début, j'ai vraiment été sur toute l'ADN de la marque parce que je devais être impliquée, je devais carrément être dans le projet à fond. Et donc là, c'était vraiment une histoire on allait dans tous les magasins, on regardait toutes les coupes de fringues. Donc on pensait vraiment à l'identité. Le logo, on a aussi pensé ensemble le nom de marque, on a aussi pensé quelles seraient les couleurs, le style des vêtements, vraiment c'était très très global. Mais là du coup c'était pas forcément des choses qui étaient posées, qui étaient figées dans le marbre, c'était des choses qu'on avait discutées au début et au final au fil après la première demande a été vraiment de créer le logo, il fallait quand même concrétiser quelque chose. Après, la phase évidente, c'est tout ce qui est unboxing, parce que c'est les choses qui sont assez rapides à faire, on va dire, et que pour une petite marque, n'ont pas trop de coûts à donner. Et puis, au fur et à mesure, quand ça avance, les gens ils se rendent compte qu'il y a vraiment besoin d'avoir un site qui soit vraiment bien construit et bien propre. Et donc là après j'ai fait le site, mais bon, c'est quand même on comprend qu'il y a quand même une cohérence globale de marque je sais pas si ça répond à la question. Ouais, ça répond totalement à la question. On digresse un tout petit peu parce que tu parles de site internet et j'ai noté que tu avais fait une formation du UX design. C'est vrai. Et je voulais savoir justement, est-ce que c'est quelque chose que tu as suivi après? Parce que tu l'as suivi, il me semble, 3 ou 4 ans après la sortie de l'école, pour justement appuyer ses compétences et ses connaissances sur la création de site internet, ou c'est quelque chose qui n'a rien à voir? Alors non, c'était vraiment à la base je voulais un peu me réorienter sur l'UX design et aussi comme j'étais freelance, c'était pour avoir d'autres compétences et développer un peu plus. Et c'est vrai qu'au tout début, quand tu es freelance, moi j'avais beaucoup de projets où j'étais sur pas impliquée par la marque en fait, des tout petits trucs, et du coup j'avais envie de penser plus global et d'avoir plus d'impact en fait dans le travail que je faisais quoi. Et je trouve que tout ce qui était UX design et product design maintenant, c'est quand même, il y a beaucoup plus de notions de réflexion, je trouve,
Alors qu'en fait, c'est pas forcément vrai, mais Ouais, sur le coup, j'avais un peu cette impression-là que, ouais, il y avait beaucoup plus de réflexion en UX design, et que c'était plus poussé, que on allait voir les gens, qu'on leur posait vraiment plein de questions, et du coup, je trouvais ça hyper chouette. Au final, je pense que j'ai appris quand même plein de choses et je m'en sers au quotidien, mais c'est vrai que j'ai pas poursuivi dans cette voie particulièrement. Mais ça me trotte toujours un petit peu. tu parles justement de parler avec des gens. Est-ce que toi, quand tu crées un branding, un logo, etc., en plus de voir avec les clients, tu les testes avec des clients finaux, des acheteurs, des utilisateurs en fonction de la plateforme sur laquelle tu es? Alors, à l'école, on le faisait pour le coup, dès qu'on faisait une nouvelle identité ou on interrogeait les gens. Et après, c'est vrai que là, dernièrement, en freelance en tout cas, non, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Après, moi, je trouve que quand on demande l'avis des gens, en tout cas dans tout ce qui est visuel, c'est très compliqué et que les gens, ils ont tendance à partir sur ce qu'ils ont l'habitude de voir et ce qu'ils connaissent. Et du coup, c'est compliqué de faire de l'innovation visuelle, en tout cas, en posant les questions aux gens. Même si c'est trop bien d'avoir les avis de tout le monde, mais c'est juste qu'en fait, je trouve que Enfin, quand même, quand on nous apprend à être designer graphique, on nous apprend à veiller à fond partout. Donc, on développe quand même un œil, une culture visuelle. Et même, même si quelqu'un est talentueux, je pense pas qu'il peut devenir designer graphique du jour au lendemain. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend au fil du temps. Et du coup, en fait, de dire que quelqu'un qui c'est pas forcément son métier, oui, il va avoir un avis et c'est trop cool, mais il a pas toute la connaissance qu'on a pu avoir. C'est même, je sais pas. Mais je suis pas trop pour. Je sais pas, en tant que product designer, moi j'ai pour l'habitude de tester, mais effectivement, je comprends le point qui est derrière, qui est de se dire que, par exemple, là, chez Cardiologues, il y a quelques temps, on a rechangé nos couleurs pour qu'elles soient plus accessibles. Mais en fait, il y a eu toute une question autour des couleurs et tout le monde était là, genre, ah ouais, mais moi j'aime bien ce bleu-là, moi j'aime pas trop celui-là. Et en fait, t'en sors jamais de ce débat. C'est clair. Mais c'est pour ça que je te pose la question quand même, parce que c'est un point intéressant. Et de toute façon, on y reviendra après quand on parlera de Shine. Tout à l'heure, tu disais que tu suivais un peu que tu aidais tes clients au fur et à mesure à créer leur projet. Est-ce que c'est pas trop frustrant pour toi, une fois que c'est fini ce projet-là, de passer à quelque chose d'autre et de voir ta marque évoluer, mais sans que ça soit toi qui sois derrière? Ouais, si, c'est méga frustrant. Ouais, mais après, c'est normal, ça change, ça évolue. Et après, le plus frustrant, je trouve, c'est que quand tu fais des maquettes et que après tu peux pas suivre le projet de développement. Et du coup, là, c'est toujours, ça ressemble jamais vraiment à ce que tu as fait. Et du coup, c'est un projet où tu as mis beaucoup d'intention, beaucoup d'énergie. Et tu dis, ah, c'est trop bien, t'es trop content. Puis après, tu vois comment c'est fait, t'es là, oh non. Quand tu parles d'une maquette, tu parles d'une maquette d'un site ou Oui, une maquette d'un site, ouais. T'as le même problème, par exemple, avec des packaging, ou c'est beaucoup plus... Packaging, t'envoies forcément ton fichier vraiment définitif, il n'y a plus pas y avoir de changement. Enfin, quoi que si, parce qu'après, les gens peuvent rajouter du texte. Mais pour le coup, quand t'envoies un fichier à print, à part la couleur qui peut un peu changer, et oui, t'as forcément des petites déceptions, mais tout ce qui est maquette, c'est hyper compliqué, je trouve, à avoir. Mais même là, on vient de refaire le blog chez Shine, je le dis. Et pourtant, on a mis beaucoup, beaucoup de temps à faire sur tous les détails design. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué entre ta maquette et ce que ça rend en vrai. C'est toujours... c'est jamais pareil, quoi. Et tu suis pas justement le développement, toi, une fois que tu as livré la maquette, tu passes à autre chose? Une fois que j'ai livré en fait, avant, c'est ce qui se passait et je me suis rendu compte que c'était pas la bonne solution. Donc, j'essaie toujours d'être impliquée après et de suivre les développeurs pour qu'on soit d'accord. Mais en fait, ça prend énormément de temps et c'est pas forcément toujours possible. Mais je vois que quand on le fait, quand même, c'est beaucoup plus... Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un intervenant. En fait, toi, tu fais les maquettes, tu les donnes au fondateur de la marque et c'est le fondateur de la marque après qui gère tous ces détails de retour avec le dev. Et qui n'a pas l'œil de tout ce que tu as mis derrière. Et donc, ouais. Donc, du coup, c'est quand même cool c'est trop bien de pouvoir finir jusqu'au bout et c'est maquette. Tu suis un petit peu après ou est-ce que tu essayes de te renseigner pour savoir justement comment le site fonctionne? Est-ce que la marque est bien reçue? Est-ce qu'elle... On reste encore dans cet avis très subjectif, mais moins dans le test de se dire est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que sur le temps long, par exemple, tu as des marques qui finissent par te dire ouais, ce packaging il marche trop bien, ou ce logo il marche bien, on a eu des bons retours?
Ben, alors après, par exemple, Respire, forcément, ça a bien marché, mais parce que ça avait été super bien lancé. Enfin, je pense que c'est un tout. Il y a Justine Hutto, la fondatrice, et son cofondateur, ils sont très doués dans ce qu'ils font. Ils ont un storytelling qui est parfait. Enfin, du coup, à chaque fois, les gens ils viennent me voir parce qu'ils savent que comme c'est un succès, si eux ils font le logo avec moi, ça va être un succès alors que ça n'a rien à voir, je pense. Et après, pour d'autres packs, mais après c'est pareil, c'est subjectif. Tu sais jamais si c'est vrai, si le produit au final il a vraiment cartonné. Enfin, à quoi c'est dû. Je pense qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte. C'est un tout. Oui, pour qu'un produit se vende, donc on peut jamais savoir. Et puis on a tellement tous nos goûts. Tu fais encore du freelance aujourd'hui ? Ouais. Pareil, des créations de marques et... Là, je suis par exemple toujours Perpète. Mais donc là, c'est plus du suivi que de la création de zéro. Ouais, après, par exemple, tu vois, ils ont plein de visuels pour les vêtements. Donc, en fait, pour les nouvelles collections, je vais faire les visuels. J'ai refait le site l'année dernière. Voilà. Alors, avant de parler du fait que maintenant tu sois chez Shine aussi à côté, la question qui me vient, c'est si tu es chez Shine et qu'à côté tu continues de faire du freelance, comment tu trouves tout ce temps ? Alors, déjà, chez Shine, on a trop de chance d'avoir une journée de freelance par mois. Ouais, j'avais vu ça sur le site, mais je me suis quand même dit, une journée pour créer une marque, ça me semble très peu. Après, les créations de marque Perpète, En Garde et Respire, c'était avant Shine. Donc, j'avais le temps. Mais après, sinon, il y a des moments, c'était chaud. Des moments, c'est très, très chaud. Mais du coup, là, j'ai un peu relâché. Je m'occupe plus d'une marque, plus que de Perpète notamment. Et j'ai des gens qui me contactent pour faire d'autres marques. J'ai trop envie d'y aller, mais c'est pas sérieux. J'imagine. Parce que depuis 2018, tu bosses chez Shine. Depuis 2018 en freelance. En freelance, ouais. Quand est-ce que t'es passé, du coup ? T'as commencé par faire des illustrations chez eux, c'est ça ? Et t'as dit oui, parce que j'ai dit oui. Comment t'as fait le passage, du coup, d'illustratrice pour Shine à brand designer ? En fait, c'est les projets au fur et à mesure qui ont évolué. Au début, ils m'avaient contacté pour vraiment faire des illus. Parce que aussi, je travaille avec Alice, qui est brand designer aussi chez Shine, qui est là depuis le tout début. Et dès le début, il y a vraiment eu ils ont vraiment donné beaucoup d'importance, Nico et Raph, les deux fondateurs de Shine, à l'illustration. Donc vraiment, c'est quelque chose qui prenait beaucoup de temps parce que dès qu'il y a un nouvel article, il y avait de l'illu. Donc vraiment, ça a pris beaucoup de place au début. Puis après, on avait trouvé à fond notre style et tout, donc c'était déclinable très facilement. Et après, en freelance, je faisais beaucoup de motion aussi parce qu'il y avait pas mal de contenu vidéo. Donc tu fais aussi du motion ? Ouais, mais bon, c'est pas trop ma spécialité. Je sais faire des petits trucs, mais c'est pas mon cœur de métier, on va dire. Et après, en fait, petit à petit, tu touches à tous les points de contact de la marque. Et aujourd'hui, justement, le taf principal que je fais, c'est vraiment, on va dire, travailler avec d'autres créas. Mais je fais un petit peu moins de créa, quoi. Mais je fais toujours quand même. Alors, j'ai plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce qui fait que tu as décidé de passer à temps plein chez Shine plutôt que de continuer à être freelance chez eux ? C'est une bonne question. Au début, c'est vrai, je ne savais vraiment pas quoi faire. C'était une grande décision. Mais en fait, c'est un moment où j'en avais un peu marre d'être seule, je crois, en freelance. Et c'était... en fait, soit je me disais, faut que je fasse de mon activité de freelance quelque chose de plus gros et que pourquoi pas travailler avec quelqu'un, avec un chef de projet qui gère les choses et qui structure un peu plus mes projets. Soit j'apprends par moi-même en faisant en faisant mon expérience en interne dans une boîte et aussi surtout d'ailleurs Shine, franchement j'y allais 2 fois par semaine les 6 derniers mois avant d'être en CDI et je connaissais les gens qui étaient trop cool, l'entreprise elle a des valeurs incroyables et c'est juste la boîte qui est fou, qui est folle. Et donc, voilà pourquoi je me suis dit qu'en fait, il fallait y aller. Il fallait que je teste et j'allais apprendre plein de choses. Et que forcément, ça m'aurait ramené une nouvelle expérience et qui serait hyper intéressante.
J'ai oublié de le préciser, mais Shine, c'est une néobanque française qui a été créée en 2017. Ouais, c'est un compte pro. Pardon, On a le droit de dire néobanque. Excuse-moi, je savais que j'allais me faire rattraper non, quelque c'est part. compliqué. C'est un compte pro pour les indépendants, les startups, les TPE, PME. C'est ça. Et qui a été récemment racheté par Société Générale, et j'ai oublié de noter la date. Société Générale, c'était 2020. Tout à l'heure, tu as dit que tu as fait de l'illustration et que petit à petit, tu faisais moins de créa. Aujourd'hui, c'est quoi ton rôle et tes missions au sein de Shine ? C'est très, très, très... il y a beaucoup de choses. Par exemple, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu ou tu as vu, mais il y a eu la campagne TV qu'on vient de sortir il n'y a pas longtemps. J'ai vu. Donc ça, on a travaillé avec, main dans la main avec une agence qui s'appelle Green Foolish. Et donc là, il y a eu pas mal de suivi de projets, et avant ça, il y a eu la campagne d'affichage dans le métro qui est aussi en ce moment dans les en affichage dans les abribus. Et donc là, il y a eu beaucoup de suivi de projets, de voir qu'est-ce qu'on allait faire, d'ajustement avec eux, de direction artistique aussi, de retour. Donc ça, c'était un gros projet qu'on a eu dernièrement. Ensuite, on vient de refaire le blog. Et donc là, j'ai fait toute la partie tout le nouveau design du site. Qu'est-ce qu'il y a ? Après, il y a pas mal de vidéos aussi. Donc là, c'est tout ce qui est motion. Mais là, pour le coup, maintenant, on passe par des gens, des freelances en externe. Mais c'est de les briefer et principalement de les briefer et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Et puis on a plein de projets en fait à côté. Enfin, il y a vraiment tout ce côté compte pro pour les indépendants où il y a beaucoup d'illustrations à faire pour le produit, pour le blog, pour le site même. Et puis après, il y a tout ce qu'on fait à côté. Donc par exemple, on va lancer une bourse Shine pour les femmes entrepreneurs. Et donc là, il y a toute une communication à faire, il y a de la vidéo. Donc pareil, on travaille avec une agence en externe pour faire ces vidéos-là et présenter la bourse. On travaille sur on a lancé un guide carbone pour envoyer à nos clients pour qu'ils limitent leur impact carbone au quotidien s'ils le souhaitent. Il y a vraiment plein de choses. Il y a vraiment tout le côté produit, le côté notre service, et puis il y a tout ce qu'on fait à côté sur le côté environnemental et sociétal qui demande pas mal de temps finalement. Ok, je vais essayer de te poser. J'ai noté pas mal de questions et on a sur à peu près tous les sujets que tu en avais évoqués. Le premier, donc tu parlais de ce projet de pub à la télé et dans les abribus et dans les métros. J'aimerais bien savoir comment ça se passe parce que c'est des agences qui font ça. Mais vous êtes, toi et Alice, vous êtes brand designer et comment ça se passe ce travail avec une agence ? Pourquoi c'est une agence qui le fait et pas vous ? Et comment se passe en fait le suivi de ce projet-là et la mise en place de ce projet ? Là, je pense qu'on souhaitait vraiment sortir un peu de ce qu'on faisait d'habitude. Et normalement, on a quand même une image de marque qui est très innocente, qui est assez douce, etc. Et là, on voulait être un peu plus impertinent, un peu plus marquant. Et pour le coup, Alice et moi, on n'est pas du tout on n'a pas fait de la pub, donc il nous fallait un concept créatif qui soit très fort. Et donc je pense que ça c'est le métier des agences. Et puis après il y a toute la prod derrière. Il faut faire la création visuelle, trouver le concept avec des gens dont c'est la spécialité. Et après il y a toute la distribution, l'achat média, etc. Donc nous on préférait externaliser ce besoin. Et après comment ça se passe? Déjà on a fait un appel d'offres au début pour savoir avec quelle agence on allait travailler. Et il y avait beaucoup de gens impliqués dans le projet. Il y avait pas que nous, il y avait le directeur marketing, tout le monde quoi. Et du coup après on a choisi une agence avec qui on voulait travailler. Et eux en fait, Green Foolish, la première création qu'ils ont faite, elle était très bien. Et donc après on a juste retravaillé le wording parce que comme c'est une campagne d'affichage avec des phrases un peu choc qui tapent un peu sur les banques traditionnelles. Donc là, il y a eu beaucoup d'ajustements à faire sur les wordings pour pas que ça soit trop incisif et que la Société Générale nous déteste pas trop. T'as parlé de
toutes les personnes qui travaillent avec vous. Du coup, j'aimerais bien savoir, en tant que brand designer, vous êtes rattaché au marketing, j'imagine? En ce moment, on est au produit. Donc, on est avec toute la team qui s'occupe de l'application. Parce qu'initialement, on faisait beaucoup d'illustrations aussi pour l'application. Mais c'est vrai qu'en ce moment, tous les projets qu'on fait, c'est vraiment très marketing. Mais ce qui fait qu'on est autant dans les réunions en produit qu'en marketing. Donc, en fait, on est un peu partout. Un peu partout. Alors, on va commencer par parler avec le marketing. Comment ça se passe, la relation avec le marketing, puisque vous gérez la brand? Comment se passe cette relation-là? Est-ce que c'est eux qui vous proposent des projets? Est-ce que c'est vous qui proposez des projets au marketing? Comment vous faites en sorte que ce que vous faites soit en cohérence avec l'image de marque? Alors, c'est tout le temps eux qui nous demandent... qui ont des projets en cours et après qui nous demandent de faire le packaging, quoi, entre guillemets. Et après, ils nous font vraiment énormément confiance, on a beaucoup de chance, donc c'est très chouette. Mais en fait, pour chaque demande, tout le monde est au courant de tout ce qu'on fait et donc voilà, il y a la demande et puis ensuite on réalise le brief, quoi. Et quand vous êtes sur des pubs à la télé ou dans le métro, c'est quand même des choses hyper impactantes. Tu le disais, vous ne devez pas faire n'importe quoi parce que sinon on risque de vous taper dessus. Qui prend les décisions à la fin? Parce que vous avez l'image de marque. J'imagine que le marketing a des objectifs de faire connaître la marque. J'imagine que le juridique aussi doit justement peser le pour et le contre. Comment ça marche un peu tout ça pour que tout le monde se mette d'accord, tout le monde s'aligne? En vrai, ça peut être très compliqué. On est souvent assez alignés quand même sur ce qui se fait et déjà de choisir cette campagne de pub, tout le monde était assez d'accord sur le choix de cette créa. Et après, vraiment, on était tous d'accord. Le plus compliqué à mettre en place, ça a été vraiment ce côté juridique et de savoir d'utiliser les bons termes. Pareil, à un moment donné, on parle qu'on reverse 1% pour la planète. Ça, je sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait un terme qu'il fallait pas utiliser ou je sais plus quelle manière il fallait le dire. Et donc ça, c'était vraiment la partie juridique qui s'en chargeait. Et après, nous, on faisait les retours à l'agence Ungreen Foolish et c'est eux qui géraient pour trouver un autre wording et pour que ça passe, quoi. Mais du coup, on a eu des phrases le risque, c'était d'avoir des phrases beaucoup plus lisses. Mais je pense que ça va, au final, elles sont quand même restées assez choc. Prenons un autre exemple alors. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, tu as travaillé sur la refonte de la carte bleue, de la carte bancaire. Donc là, c'était en interne, c'est toi qui as travaillé dessus, c'est ça? Ouais. Sur ce projet-là, donc ça a quand même un fort impact puisque c'est quand même, on va dire, l'outil qui est le plus souvent utilisé par les entrepreneurs puisque c'est avec ça qu'ils payent. Là aussi, comment vous avez travaillé dessus avec le marketing, avec l'ensemble de la boîte pour vous assurer que tout le monde soit aligné et en même temps pas perdre ce côté pour aligner tout le monde, il faut que tout le monde soit d'accord et en fait tu ressors à la fin avec quelque chose d'assez fade puisque... Ouais. Ça, on l'a fait avec toute l'équipe produit, bizarrement. Et ça, ouais, au début, en fait, il y avait deux équipes. Il y avait l'équipe qui était à fond minimalisme, il faut que la carte qu'elle soit belle, que s'il y a un côté premium et de l'autre côté il y avait la team qui était plutôt shine, il y a des paillettes, il y a des trucs et tout, donc il faut que ce soit plus un peu plus travaillé, enfin pas plus travaillé parce que ce qui est minimaliste est aussi travaillé, mais on va dire avec plus de fioritures. Et au début on avait fait un espèce de vote et au final c'était donc le côté un peu plus, on va dire, graphique avec plus de fioritures qui passait. Sauf que moi, j'étais pas du tout pour cette carte. Je trouvais que c'était pas très moderne. Et puis même quand on regardait ce que faisait N26, Revolut, Lydia, toutes les marques du secteur, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus épuré, plus moderne. Et j'avais un acolyte qui
qui a un argumentaire assez incroyable, qui est Maxime, qui était product designer chez Shine. Et donc lui, il a réussi à fond à passer tout le monde de l'autre côté, et c'est un peu comme ça qu'on a réussi. Mais il a vraiment un argumentaire de choc. Et sur ce projet-là, comment ça s'est passé? Tu commences par quoi? Tu fais des croquis, tu montres un peu l'idée vers lesquelles tu voudrais aller, pareil que ce que tu expliquais tout à l'heure, plusieurs moodboards, plusieurs pistes, ou c'est beaucoup plus simple Là, au début, on avait vraiment fait un gros benchmark de toutes les cartes, de ce qui se faisait partout. Après, il y a aussi beaucoup de contraintes techniques sur une carte bancaire. Donc, on avait reçu les échantillons de notre fournisseur pour voir tout ce qui était faisable. C'est intéressant, il y a quoi comme contrainte dessus, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a où tu peux pas écrire où tu veux, tu peux pas faire toutes les impressions possibles. Là, le logo en fait sur la carte, il est holographique, mais ça au début on se comprenait pas, et je crois qu'ils voyaient pas. Et en plus, comme on échangeait, c'était pendant le confinement. Non, c'était pas pendant le confinement. Bref, je sais, on pouvait pas les rencontrer, donc il y avait toujours un intermédiaire entre nous, donc ils voyaient pas vraiment ce qu'on voulait faire. Et moi, j'avais pas de carte avec l'effet holographique avec moi, du coup, je pouvais pas leur montrer, donc c'était hyper compliqué. Et eux, dans leurs échantillons, ils en avaient pas. Mais ouais, après il y a plein de contraintes techniques, de savoir à quelle taille de typo que tu dois écrire, est-ce que c'est devant, derrière, est-ce que c'est pas trop proche du bord, faut qu'il y ait rien derrière la puce, des trucs comme ça. Et ouais, on avait fait pas mal de recherches aussi, comme la carte bancaire, moi je trouvais ça pas très intéressant d'aller voir ce qui se faisait chez les concurrents, parce qu'au final ça reste des cartes bancaires, donc du coup, et comme j'adore la papeterie, j'étais plutôt allée me tourner sur la papeterie, où il y a plein de cartes de visite, il y a plein de beaux papiers. Notamment, j'avais plein d'échantillons de l'atelier Bulle qui est à Bordeaux, qui fait de l'imprimerie. Et du coup, c'est comme ça que je me disais, mais en fait, ça pourrait être trop bien de tester l'effet holographique sur la carte. Et c'est comme ça qu'on a un peu réussi à partir sur... ça reste une carte bancaire, hein, mais... Ouais, après, tu as des cartes bancaires assez boring, et oui, par exemple, tu parlais de Non-6, moi j'en ai une, à chaque fois que je la sors, on est là, genre, elle est transparente, et c'est cool, tu vois, ça sert absolument à rien, on est d'accord, mais t'as ce petit côté impactant qui est derrière. Oui, puis c'est le seul objet que nos utilisateurs ils ont, en fait, donc c'est un peu important. T'as travaillé un packaging autour aussi de la carte? Ouais. Alors ça, on avait déjà, en fait, on a gardé le même packaging qu'avant. Même système de packaging. Après, c'est pareil, c'est un fournisseur qui a plusieurs modèles de pack, et après il faut l'habiller en fait, et on était juste parti sur on a refait les deux packaging en fait, le packaging basique et premium. Et le premium, on est parti, et le basique d'ailleurs, on est parti sur des papiers qui sont un peu plus écolo et plus mieux quoi. On n'a pas fait de vernis sélectif ni rien, parce que c'est pas forcément bon pour la planète. Et après, on voulait que le pack premium soit plus premium qu'avant, même s'il était noir, mais que le papier soit un peu plus quali, un peu plus épais, avec un embossage dessus. Donc un embossage, c'est quand je sais pas, tu vois ou pas? Non, pas du tout. C'est quand t'as la matière du papier qui est un peu enfoncée dedans, du coup ça doit créer un effet de relief. Ah oui, ok. Donc on avait fait ça, et pour la carte basique, on a fait un truc un peu plus basique, mais qui donne quand même un effet un peu quali, et qui est pas juste une feuille de papier comme tu peux recevoir ta carte bancaire avec des empreintes de colle, quoi. Ok, hyper intéressant. Tu l'as dit, la carte bancaire, c'est le seul objet matériel qu'ont vos clients. Donc la plupart des points d'interface, de contact avec Shine, c'est justement l'interface graphique. Comment vous faites pour travailler avec le produit, pour intégrer la brand dans le produit? Bon, déjà, vous êtes dans le produit, donc ça simplifie. Mais... pour le moment, le produit, là, depuis le début, il est un peu resté similaire. Enfin, il y a des évolutions, et justement, en 2019, on a refait un peu un travail, on a légèrement modifié le logo, on a changé la couleur de notre CTA, il y a les couleurs qui ont été rendues, qui ont été énormément retravaillées pour que ce soit plus accessible aussi. Et donc ça, vraiment, on a tout fait avec le produit, on avait tout mis à plat avec eux, on avait regardé tout ce qu'on avait, et on s'était tous mis assez vite d'accord sur ce qu'il fallait changer ou ce qu'il fallait garder. Et donc après, depuis ce temps-là, on a une énorme bibliothèque aussi d'illustrations qu'on fait au fur et à mesure. Je vais en reparler après de ça. Et du coup, après, maintenant, en général, ils prennent ce qu'ils veulent, ou alors ils nous demandent, ils nous disent, est-ce que cette illustration est bien? On fait OK, ou alors on en refait une. Et après, ils l'intègrent, mais du coup, il n'y a pas eu trop d'évolution, donc ça reste. Pour le moment, il n'y a
pas trop on se pose pas trop de questions là-dessus. Après, parfois, on essaye d'intégrer des écrans un peu de plus branding et plus marketé quand on veut montrer des nouvelles fonctionnalités, mais on le fait pas trop non plus. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire davantage. Du coup, vous faites pas du tout, je sais pas, vous participez pas du tout au review des product designers, à ce qu'ils font côté interface pour voir si ça respecte, enfin si, on va dire l'âme de Shine. Shine. transparaît dans le produit. Est-ce que ou c'est vraiment eux, le product design fait ces choses dans son coin et quand ils ont besoin d'assets brand design, ils viennent vous voir? Par exemple, enfin là, on va sûrement, faire des changements sur l'app. Je sais pas quand. Du coup, je vais pas en dire plus. Mais du coup, c'est vrai que là, on a fait des ateliers workshop qui étaient animés par les product designers, mais qui nous intégraient quand même dedans et on réfléchit avec eux en fait à ce qu'on pourrait faire et comment justement on va intégrer la brand. Et après, les écrans, en fait, ils ont quand même un design system où ils essayent je crois pas qu'ils soient terminés, mais en tout cas, ils ont quand même des guidelines qui sont très précises. Et du coup, ce qui fait qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'évolution. Enfin, ça reste qu'on a la même typo entre la brand et le produit, on a la même couleur, on a les mêmes illustrations. Enfin, en vrai... donc, vous avez mis à plat les fondations et maintenant, tout le monde il n'y a pas de grande révolution. Non. Mais par contre, je pense que là, si on refait on changeait l'identité, je pense que tout serait revu en même temps. Il n'y aurait pas que l'un ou l'autre, quoi. Cool. L'image de marque, t'en as beaucoup parlé. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que Shine, ça casse complètement les codes du compte professionnel ou de la banque traditionnelle. Vous avez des couleurs vives, vous avez des illustrations partout. Ce qui est, j'en ai profité pour aller voir par exemple la Société Générale et d'autres concurrents que je ne citerai pas du coup dans ce podcast. C'est vous êtes complètement différent du milieu. Vous avez un côté beaucoup plus shiny. C'est intéressant. Pourquoi vous avez décidé de partir là-dessus et est-ce que ça vous pose pas un problème? Je te pose la question parce que nous, par exemple, chez Cardiologues, on a refait il y a pas longtemps un changement de branding, enfin un rebranding, mais on est quand même resté dans des couleurs très médicales parce que on veut pas trop s'éloigner de l'univers et de se dire attention, si on s'éloigne trop de l'univers, on va passer pour une boîte tech plus qu'une boîte médicale. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous foutez complètement, ce qui est possible ou voilà, c'est la fin de ma question. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Au début, déjà, on voulait vraiment se dénoter de ce qui se faisait dans la banque traditionnelle. Donc c'est vrai que normalement c'est très austère et très très froid. Et donc déjà le nom qui est Shine, c'est quand même assez surprenant de base. Et le logo a très vite suivi avec un logo très très surprenant aussi. Et du coup, en fait, le truc, c'est que nous, notre vrai objectif, c'est, on a un compte pro pour les petites et moyennes entreprises, mais on a un côté vraiment copilote, on veut vraiment aider les entrepreneurs. Et du coup, en fait, la vie d'entrepreneur sur le côté administratif, c'est vraiment chiant, c'est un peu boring, etc. Et donc, l'objectif, c'était un peu de rendre ça plus sympa et un peu plus... plus sympa, quoi. Donc en fait, les illustrations, on essaie toujours d'utiliser des métaphores, des trucs colorés, etc. Mais à la base aussi, Shine, c'était pour les freelances. Donc notre positionnement a un peu évolué. Et aujourd'hui, effectivement, on se pose la question de savoir si c'est bien ou pas. Après, on a quand même... Enfin, je sais pas si tu as remarqué, mais dernièrement... le site, il a quand même pas mal évolué. Il y a beaucoup plus de photos qu'avant. Il y a beaucoup moins d'illustrations. Pour te dire, ma question d'après, qu'elle est marquée, c'est il y a une place de plus en plus importante de la photographie sur votre site. Pourquoi ce choix? Voilà. Donc, en fait, on s'est rendu compte que que Shine était un peu perçu comme peut-être un peu trop déjà tech, et alors qu'on veut pas forcément être rattaché à la tech, quoi. Et après, il y a toujours ce côté, on veut pas être froid, on veut vraiment être authentique. Et si t'enlèves les illustrations, du coup, tu deviens un peu froid. Si t'as que des fonctionnalités du produit, c'est un peu... Enfin, c'est pas que c'est chiant, parce que d'un côté, c'est hyper pratique et ça montre vraiment ce que tu peux trouver dans l'application. Mais ça te dépersonnifie. Ouais, et puis après, tu regardes tous les gens de la Startup Nation. Enfin, on fait tous pareil, quoi. Et les photos, ça donne un côté plus... Tu t'identifies peut-être un peu plus. Et
Et donc là, c'est un test qu'on est en train de faire en ce moment. On ne sait pas si ça va mieux marcher, mais en tout cas, on est assez content en interne de ce changement, de montrer plus de gens, plus de personas avec qui on travaille. Ouais. Juste avant l'enregistrement de ce podcast, tu m'avais dit que tu étais en shooting. Est-ce que c'est des shootings justement pour des photos pour mettre sur le site internet? Alors en fait là c'est plutôt un shooting photo qu'on a fait pour on fait beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, de vidéos d'acquisition. Ça c'est aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on en fait vraiment beaucoup. Et on a remarqué qu'il y avait des créas de photos qu'on avait pu faire un peu rapidement. Enfin moi j'avais fait une photo parce qu'il y avait un bourreau de soleil chez moi et de la carte bancaire. On s'est dit en fait elle marche trop bien cette créa alors que pas de grands moyens. Et en fait on a voulu un peu élargir ces photos, enfin ces styles de photos. Et toujours en s'adaptant un peu aux dépenses de nos utilisateurs. Donc on a recherché tout ce qu'ils faisaient comme dépenses et après on a fait plein de photos qui montent un peu la carte bancaire dans les environnements de leurs dépenses et c'est pareil, on diversifie nos assets dans tout ce qui est pub. Donc on fait aussi bien des choses qui sont très illustratives parce que de toute façon il y a des choses qui sont très compliquées à prendre en photo, typiquement faire un dépôt de capital en photo c'est un peu complexe et en plus c'est pas sexy non plus. Et donc les photos ça parle, et puis même on est sur les réseaux sociaux, donc en fait les réseaux sociaux normalement tu vois beaucoup de photos, donc c'est aussi pour s'intégrer un peu plus davantage et paraître, même si normalement il faut un peu se démarquer, mais peut-être que si tu vois une belle photo et que ça te parle, tu vas regarder un peu plus loin et c'est un autre moyen en fait d'acquisition. Donc on est un peu sur tous les fronts. Avant de reparler justement de tout ce qui est acquisition et comment vous organisez, quand vous créez des nouveaux éléments de marque, là tu parlais de photos, on peut parler d'illustration. Comment vous vous assurez que ça reste cohérent avec ce qui existe déjà et que ça dilue pas, par exemple, je sais pas, t'as fait un bench et tu t'es rendu compte qu'il y avait un style qui était sympa et en fait tu l'intègres inconsciemment dans ce que tu es en train de faire et du coup ça se dilue au fur et à mesure. Ouais, c'est vrai que c'est une question que moi je me pose beaucoup en ce moment parce qu'il y a de plus en plus de projets. Avant on avait un peu le contrôle sur tout et là ça commence, parce qu'on faisait beaucoup de choses. C'est vrai que là on peut plus tout faire et qu'il y a plein de projets, donc on fait appel à plein de gens en externe et c'est vrai que c'est compliqué, je sais même pas comment, je sais pas si on va y arriver encore, mais en tout cas c'est l'objectif. Et après, ce qui permet de contrôler un peu, c'est qu'à chaque fois on fait les mood boards et on fait les intentions graphiques. On montre aussi beaucoup ce qu'on a. On a un guide aussi qu'on partage avec nos partenaires, où on peut vraiment se rendre compte de tous les nouveaux éléments de notre identité. Mais par exemple, si on fait de la vidéo, je trouve que c'est un peu plus compliqué de garder une cohérence visuelle entre plusieurs prestats différents sur de la vidéo. Ouais. Mais du coup, le lien entre tout ça, c'est un peu le motion qu'on va apporter et qui va faire que si tu as un habillage des graphiques un peu toujours dans la même ligne, je pense que tu peux quand même reconnaître que c'est Shine pour ça. Mais c'est vrai que je pense que sur le long terme, et là ça va parce qu'on est que deux, mais je me dis le jour où on sera plein, chacun a ses petites appétences et t'as envie de tester et d'évoluer sur des nouvelles choses, et je pense qu'il faut refaire des points assez régulièrement pour se dire est-ce qu'on part vraiment dans cette direction ou est-ce que là c'était juste une expérimentation et en fait ça marche pas quoi. Et justement ce que tu disais d'avoir un petit guide et tout ça, par exemple avec des freelances qui bossent pour vous, ça marche bien pour essayer de garder une cohérence ou pour le moment il n'y a pas trop de... En fait, après, l'identité de Shine, elle reste quand même... il y a un logo qui est très, très fort. Ouais. Mais après, ça reste quand même des choses qui sont très simples. Genre, il y a toujours le logo, il y a toujours la même typo, il y a toujours le fond bleu. Quand on présente un écran de l'application, il est toujours dans le même environnement. Là, donc, c'est quand même bien cadré. Ouais. Il y a quand même déjà des guidelines qui sont vachement bien posés. Ouais, on utilise toujours les mêmes typos. On a 2 typos et c'est tout le temps les mêmes. Et ce qui fait que t'as pas... il n'y a pas trop moyen. Et en général, au début, quand on commence avec les agences, on voit qu'ils essayent de nous apporter des choses beaucoup plus créatives. Mais en fait, non, ça marche pas. On veut vraiment... C'est pas parce qu'on a un logo coloré qu'on veut qu'il y en ait partout et que t'es le logo qui s'anime dans tous les sens. Non, en fait, il y a juste le logo qui est coloré et puis le reste, on veut que ça soit hyper simple. Et pour ce qui est des illustrations, tout à l'heure, tu disais que vous aviez une banque d'illustrations. Est-ce que vous avez quelque chose qui peut s'apparenter à un système d'illustration comme on pourrait avoir un design système en produit? Est-ce que c'est
des éléments qui peuvent être facilement réutilisés, même pour vous, pour faire facilement des illustrations, ou est-ce qu'à chaque fois qu'on vous demande une illustration, vous devez tout refaire de zéro si elle n'existe pas Alors, on a plein de formats différents. Enfin, différents. On a plusieurs formats différents entre le mobile et le produit. Donc déjà, là, on a une grande sélection. Enfin, c'est quand même toujours les mêmes sujets qui reviennent. Donc, il y a toujours besoin d'avoir l'illustration d'une carte d'identité, d'un chèque, d'une carte bancaire, etc. Donc, il y a quand même une énorme base comme ça qui est hyper utilisable. Et puis, comme avec Figma, maintenant, c'est hyper pratique. Tout est en composant. Donc, si tu apportes un changement quelque part, après... Ça sera partout. Ça sera partout. Donc, ça se fait assez bien. Et après, là, dernièrement, pareil, ils ont créé la Toolbox, les product designers, l'équipe product. Et donc là, il y a plein de nouvelles illustrations sur cette Toolbox. Et en fait, là, on a créé plein de petits objets différents. Et à chaque fois, ça fait des mini scénettes. Et en fait, c'est déclinable un peu à l'infini. Il y a juste les couleurs qui changent à chaque fois, mais ça reste toujours les couleurs de la palette Shine. Il n'y a pas de nouvelles couleurs. Et donc ça se décline assez facilement en fait. C'est juste des scènes avec à chaque fois il y a toujours une petite plante, il y a toujours souvent un téléphone et puis après l'élément que ça représente, enfin l'élément de la toolbox en question. Donc si c'est pour l'assurance, je sais pas, tu vas avoir un parapluie, enfin je sais pas si c'est ça, mais enfin tu vois il y a toujours les petits trucs qui rendent que c'est qui font comprendre le message. Ouais, donc vous avez déjà quasiment tout préétabli ou tout réfléchi. Et en fait, c'est assez facilement actionnable quand il y a besoin. Cool. Tu parlais de tout ce qui est réseaux sociaux. Je sais que quand on a eu Sébastien Navisé dans le podcast sur... quand je dis en fait. Quand j'ai reçu Sébastien d'Algolia dans le podcast, parfois il disait il y a son équipe qui va faire une personne de son équipe qui pendant une semaine va faire que des pubs pour les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous aussi, vous avez un peu ce côté parfois où vous devez sortir de manière industrielle plein d'assets j'essaye de trouver la version française d'assets, mais plein d'éléments pour le marketing, puis plein d'éléments pour vos commerciaux, etc. Ouais, bah si, en ce moment, on a vraiment beaucoup de pubs à sortir. Plus ça va, plus moi j'essaie de me caler, par exemple, 2 jours en ce moment, 2 jours dans ma semaine où vraiment je fais que ça. Et ouais, il y a beaucoup de déclinaisons. Là aussi, ce qu'on fait, c'est que comme avant, il y avait l'ancienne carte, on essaie de remettre plein de visuels qu'on avait déjà, qu'on remet le logo qui était un petit peu changé, de faire des légères évolutions, mais il faut quand même tous les refaire. Mais ouais, là en ce moment, ça prend énormément de temps de faire tout ce qui est réseaux sociaux. Mais c'est hyper important en fait pour ce qu'on fait, quoi. Donc, En plus, comme vous êtes que 2, hein, c'est ça, non ? Ouais. Ça fait beaucoup de tâches pour juste 2 personnes, parce que je sais que Sébastien, quand il disait ça, c'est par exemple, lui, il avait le gros avantage d'avoir une grosse équipe et donc pouvoir alterner. Vous, comme vous êtes que 2, j'imagine que en plus, vous pouvez pas faire en sorte d'alterner trop souvent. Vous avez trop de... Ouais, là, c'est un peu galère parce que Alice, elle est partie en vacances. Donc, c'est pour ça que là, moi, je me retrouve avec avec tout ça à faire, mais sinon en général on se répartit quand même assez bien en fonction de nos agendas et je pense qu'aussi c'est par phase. Enfin là c'est le premier trimestre de l'année, donc tout le monde a envie que ça aille vite, que la marque ait de plus en plus de notoriété, etc. Donc je pense que ça se calme au fur et à mesure de l'année, ça sera pas comme ça tout le temps parce qu'en plus là vu tout ce qu'on sort, je vous dis si on fait ça tout le temps ça va être trop. Ouais, ça va devenir incohérent. Il y avait une dernière question que je voulais te poser autour de tout le branding, c'est Shine. C'est comme vous avez été racheté par la Société Générale, est-ce qu'à un moment ou un autre, il va y avoir une sorte de fusion, intégration, une nécessité de faire apparaître par la Société Générale qui va un peu casser le branding, ou aujourd'hui vous êtes encore très libre de faire ce que vous voulez, ou vous avez votre écosystème, votre marque et vous vivez en dehors de... Pour le moment, il n'est vraiment pas question qu'on intègre la Société Générale ou qu'on fusionne. On sait que comme on a beaucoup d'engagements environnementaux, etc., déjà ça a déçu pas mal. Enfin, tous les gens qui étaient attachés à Shine pour ce côté environnemental, ils trouvent pas du tout ça cohérent qu'on soit la Société Générale, alors que nous ça change rien, on continue à faire ce qu'on a envie de faire. Et donc déjà, ouais,
pas question de ça. Et puis même quand le rachat s'est fait, c'était vraiment clair que on reste Shine et puis pas d'autres questions à se poser. Et après, par contre, il y a quand même un côté rassurant pour beaucoup de gens aussi de savoir qu'on est adossé à la Société Générale. Donc ça fait partie de nos tests de mettre parfois le logo Shine, mais vraiment, là sur la homepage du site, on le voit pas quoi. Donc effectivement. Ouais, je l'ai pas trouvé en fait en cherchant. J'ai une dernière question bien compliquée. C'est pour ça que je la garde pour la fin. Comment tu définirais une bonne décision branding? Voilà. C'est sympa. Je vais répondre demain. Une bonne décision branding. Franchement, c'est hyper compliqué parce que. Parce qu'il n'y a pas une bonne réponse. Bah non. Non, et puis je suis en train de réfléchir aux fois où c'était compliqué et ça s'est fini en sondage dans l'équipe design. Donc. Et ça marche bien ça quand même. T'as pas quand même, vu qu'on parle de branding, t'as pas un côté genre moi j'aime bien telle couleur ou j'aime bien telle forme plutôt que. Bah. Alors nos couleurs, comme c'est très acté depuis le début, il n'y a pas de problème. Après, si, bah forcément, on a tous des goûts différents et du coup, parfois, c'est compliqué. Après, bah, on argumente à fond, chacun défend son camp. Et bah, quand il n'y a pas un qui lâche, ça finit en sondage. Et après, bah, c'est. Mais aussi, je trouve que c'est quelque chose qui s'apprend parce qu'au début, c'est un peu dur. Enfin, en tout cas, je pense soit t'es comme ça et t'es né avec un super argumentaire, mais je trouve qu'au fil du temps, faut être assez quand même sûr de soi pour se dire que c'est le meilleur choix et qu'il n'y en a pas un autre qui est bien, quoi. Enfin, et puis, toujours ce côté subjectif du design. Mais bon, après, quand on connaît la marque, on connaît ses valeurs. Enfin, tu vois, la carte bleue avant, elle était noire, alors que dans notre identité visuelle, il n'y avait absolument pas de noir, donc ça n'avait pas de sens. Et au final, bah, on a pris la couleur qui était dans notre charte graphique, en fait, tout simplement. Mais pourtant, ça a été compliqué, tu vois, alors que la réponse était simple. Donc, ouais, franchement, une bonne décision design, en branding. Tu peux l'étendre à une bonne décision design, mais je pense que là, la question est encore plus dure. Non, puis en plus de mettre tout le monde d'accord, ça, je pense que c'est impossible. C'est impossible. Donc, je sais pas. Essayer de bien écouter tout le monde, mais franchement, j'ai pas la réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Ouais. Est-ce que tu aurais des ressources à nous recommander? Que ce soit des livres, des blogs, des podcasts, des vidéos? Alors, j'ai réfléchi à cette question, du coup. Mais j'ai pas de... Justement, je trouve que je suis à la recherche de beaucoup de documentation sur le branding, parce qu'en France, je trouve qu'on en a pas beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Pour préparer ces émissions, en fait, j'ai essayé de chercher, de voir même si tu avais des cours ou des petits cours dessus. Et en fait, non, tu as tout dans le product design et dans la user research, mais tu n'as rien dans le branding. Ouais, non, franchement, c'est très, très compliqué. Après, bah, tu as de plus en plus de boîtes qui refont leur branding et du coup, qui publient des articles là-dessus. Ouais. Ça se fait de plus en plus, mais ouais, si ça se fait quand même davantage. Mais sinon, ouais, c'est... Et puis de toute façon, il n'y a pas une seule et unique vérité, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, je sais pas, moi, ce que je fais quand je vais toujours sur les mêmes sites un peu pour m'inspirer ou même tous les jours, en fait. Je sais pas, par exemple, je vais sur Maxi Best Of, qui est je sais pas si tu connais, mais... Je le connais, non, j'y vais pas... Bah, il y a plein de sites, un référencement de sites trop bien, avec des identités vraiment chouettes. Et je trouve que c'est bien inspirant parce que tu as aussi bien des belles typos que de la belle photo, que des mises en page un peu plus travaillées que ce que tu peux voir partout en ce moment. Donc ça, je vais toujours jeter un œil là-dessus. Après, j'adore la typo, donc je vais tout le temps sur... je crois que c'est Onotype, donc un truc comme ça. Je regarderai, puis je mettrai bien dans la description. Mais ouais, non, je trouve ça toujours trop cool, même si le projet sur lequel je vais bosser, ils ont une typo très simple. Je vais quand même aller voir ce qu'ils font comme gestion de leur identité, enfin de leur typo. Et après, bon, c'est pas trop dans le branding, mais moi j'aime toujours bien écouter Entreprendre dans la mode. Et notamment une fois ils avaient interrogé un studio de création qui s'appelle Saint-Lazare, qui était avant People, et du coup ils racontent vraiment tout leur process créa, enfin comment ils créent des marques, et eux ils créent surtout des lieux un peu genre ils ont fait l'identité du Barn ou plein de restaurants, enfin aussi l'identité pour Cyrignac, etc. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une approche du branding qui est hyper intéressante.
Et ça, je sais, quand j'avais réécouté ça, je me disais qu'on faisait un beau métier, quoi. Donc ça m'avait un petit peu ressourcée. Voilà. Et non, je pense que c'est les... Voilà. Cool, bah, je mettrai comme d'habitude tous les liens dans la description. Et pendant que tu disais ça, je réfléchissais à toutes ces marques qui écrivent des articles et je sais pas pourquoi j'ai repensé à la BBC et tout ce qu'on s'est dit en fait tout à l'heure qui avait changé un tout petit peu sa typographie et du coup tout le monde avait halluciné en disant ouais c'est trop cher et tout, et tu vois, où en fait l'article expliquait tout ce qui avait été fait, où les gens s'étaient juste arrêtés au prix. Et des fois je me dis ouais, il vaut mieux lire l'article en entier et bien comprendre les tenants et les aboutissants derrière plutôt que de juste s'arrêter sur mais c'est la même chose qu'avant mais c'est super cher. Mais c'est trop facile aussi c'est le genre de... Ouais. On va pas critiquer moins critiquer toute la stratégie et tous les enjeux d'une entreprise, alors que le visuel, c'est ce que tout le monde peut juger de soi-même, quoi, sans avoir trop de connaissances. Donc ouais, puis c'est facile d'avoir un avis dessus et de pas trop réfléchir à ce qu'il y a derrière. S'il y a des gens qui veulent te contacter, on les renvoie vers quelle plateforme, quelle plateforme? Je sais pas. Franchement, j'ai mon site, mais bon, qui est pas du tout à jour. Il faut que je le refasse, donc peut-être pas. Non, mais sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ça marche. Et ben, je mettrai le lien dans la description. Et ben, Caroline, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup à toi. J'espère que c'était bien. Mais oui, c'était cool. Mais j'ai appris plein de choses et c'était hyper intéressant de discuter avec toi de tout ça. C'était très cool de participer en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À plus tard. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.